tous. Je vais rapidement me présenter. Donc, je suis Rémi Borel, je suis chef de la brigade des mineurs de Seine-Saint-Denis. Ça fait 21 ans que je travaille dans cette brigade. Et juste pour vous dire qu'avant, j'étais professeur d'histoire-géographie et je suis né aussi en Seine-Saint-Denis. Voilà, je suis un produit local. Alors, juste pour vous dire que donc, mon service, mon unité, on est basé à Bobigny. Donc c'est nous qui gérons toute la délinquance concernant les abus sexuels sur mineurs. Alors la compétence géographique, vous l'avez compris, c'est toute la Seine-Saint-Denis, ce département aussi atypique. Et la compétence judiciaire, nous traitons normalement sur ce département, et dans chaque département il y a une brigade des mineurs de la même facture, donc nous traitons tous les abus sexuels commis sur mineurs, que ce soit des abus sexuels commis dans le cadre familial, ou des abus sexuels commis par une personne inconnue, quelqu'un qui a une autorité, etc. Donc c'est le cœur de travail de mon unité. Nous traitons aussi, on va aller très vite, on peut quand même nous présenter tout ce qui est violence intrafamiliale, mais on va dire les cas les plus lourds, les plus graves, quand la violence devient la perversité, ou des enquêtes un petit peu particulières, alors évidemment jusqu'à l'infanticide, ou les enquêtes un petit peu particulières comme les violences faites aux nourrissons, les bébés secoués, etc. Voilà, pour les infractions sur les violences intrafamiliales. Et on fait aussi tout ce qui est disparition inquiétante, et on a un groupe cyberpédopornographie. Donc voilà notre cœur de travail, et ça nous amène en Seine-Saint-Denis, donc on parlait de chiffres, en gros par an, par rapport à ces infractions-là, à traiter près de 600 dossiers par an. Et on est 31 fonctionnaires, donc j'ai la chance de travailler avec une grande majorité de femmes, puisque c'est une brigade très féminisée. Voilà donc pour me présenter. Alors, pour aller dans le cœur du sujet, comme j'ai un quart d'heure, je vais aller assez rapidement. Donc, en introduction, qui suis-je finalement? Effectivement, quand j'entends des témoignages bouleversants de victimes parlant de douleurs toujours aiguës des années après les abus sexuels, qui doivent vivre en plus avec l'idée que le délai de prescription étant passé, le mis en cause, lui, pourra continuer à vivre tranquillement. Mais qui suis-je aussi quand j'entends à la télévision les avocats rappeler sans cesse les heures sombres de l'histoire de France dans leur discours sur une justice aux ordres des victimes, aux prisonniers de l'émotion suscitée par les faits divers qui tournent en boucle sur les chaînes d'infos continues. Effectivement, qui suis-je entre ces deux repères? Alors, je ne suis pas un juriste distingué, mais bon, par provocation, je suis plutôt un soutien du droit pénal. En effet, les enquêteurs, mes collègues et moi, ce qui nous concerne surtout, c'est le pragmatisme. Parce que nous, on doit travailler sur des faits qui se sont déroulés dans un lieu où nous n'étions pas, avec des gens que nous ne connaissons pas. Nous devons en plus, en France, écrire un livre, un gros livre, ce qui s'appelle la procédure, et un livre avec des règles très strictes, le code de procédure pénale, et un livre de plus en plus lourd. On en a pas mal parlé. Ce livre, pourquoi? Pour qu'un juge puisse juger ad hominem un mis en cause, pour qu'il puisse avoir donc tous les éléments pour prendre une bonne justice. Donc nous, on enquête à charge et à décharge. Et même si on travaille pour la même cause que vous, la protection de l'enfance, on n'a pas le même but. Nous, on doit constater une infraction, la matérialiser, identifier et retrouver l'auteur, le potentiel auteur, et s'il existe des charges suffisantes contre le mis en cause, on doit le déférer devant la justice. Donc, comme je vous disais, on doit évoluer quotidiennement dans le pragmatisme et le respect des lois. Alors, par rapport à la prescription, je ne vais pas en reparler, parce que effectivement, le développement a été fait de façon beaucoup plus universitaire que moi. Mais la prescription, effectivement, c'est le droit à l'oubli, c'est le dépérissement des preuves, c'est la fragilité des témoignages. Et donc, le législateur a toujours, en tout cas en France, quantifié le droit à l'oubli. Alors, donc là, effectivement, les lois évoluent assez régulièrement. On voit que c'est un sujet qui est assez d'actualité. Donc depuis 2017, parce que là, ça n'a pas été encore voté, maintenant, la prescription, c'est donc 1, 6 et 20 ans, à partir de la constatation, à partir du moment de la commission d'infraction. Il y a aussi une technique, c'est pour ça que la prescription c'est un peu compliqué, parce qu'il y a aussi une technique que font souvent les juges d'instruction quand ils sont en charge d'un dossier, qui est assez lourd pour des homicides ou des affaires très sordides. Même si au bout d'un moment l'enquête s'essouffle,
ils vont faire des actes à peu près réguliers tous les ans pour laisser courir la prescription. Ce qui a permis de juger, on parle d'Émile Louis, alors Émile Louis c'était particulier parce qu'il a été jugé plus pour des enlèvements que pour des meurtres puisque la prescription est arrivée. Enfin passons. Donc il y a des techniques aussi pour faire perdurer la prescription, on va dire dans le droit pénal général, le droit pénal majeur. Parce que les mineurs, évidemment, on a vu que c'est particulier. Il existe évidemment une prescriptibilité, ça c'est une notion qui est apparue après la Seconde Guerre mondiale, pour les crimes contre l'humanité. Alors, pour les abus sexuels sur mineurs, l'idée, effectivement, quand il y a un abus sexuel sur mineur, c'est que la victime ne peut s'exprimer librement tant qu'il n'est pas adulte. Évidemment, surtout quand dans l'intrafamilial, il dépend de ses parents, surtout si ces derniers ne sont pas des protecteurs, ils ne sauront pas le protéger. Et donc si l'agresseur est un membre de la famille, effectivement, il y a le risque de silence. L'idée qu'il vaut mieux protéger l'honneur de la famille que de dénoncer les faits. Il y a aussi l'idée de l'emprise de l'agresseur sur l'enfant, les menaces, les pressions pour qu'il ne dise rien. Donc, le législateur a pensé qu'après 18 ans, donc après la majorité, il pourra mieux se défendre seul et pourra se prendre en main, aidé par des associations, aidé par des psys, etc., pour pouvoir déposer plainte. Alors, je ne vais pas faire un historique, mais effectivement, les premières lois sur la prescription, vous en parliez tout à l'heure dans les années 80, c'est 1989, où l'idée est apparue que les viols par personne ayant autorité, la prescription, c'est 10 ans après la majorité. Après, petit à petit, il y a eu différentes lois, 95, 98. Bon, pour arriver à la loi de 2004, qui est encore en cours, mais qui va changer, où l'idée des 20 ans après la majorité pour les viols et les agressions sexuelles les plus graves sur mineurs. Enfin, les agressions sexuelles sur mineurs et les viols sur mineurs. Voilà. Donc, l'idée, c'est que finalement, 20 ans après, la femme, ou l'homme, majoritairement la femme, sera mûre et qu'elle aura suffisamment d'expérience de vie pour réfléchir et pour agir pour elle. Alors, je ne suis pas un spécialiste du droit européen, tout à l'heure je crois qu'on va en parler, je pense que c'est une législation, même si on part de très loin, qui à l'heure actuelle, et va un petit peu évoluer, on va en parler, est quand même très protectrice, je vous parle de ce cas-là, par rapport à la prescription, est assez protectrice par rapport aux droits de l'enfant. Alors, le législateur n'a pas encore franchi les pas, donc par rapport à la prescriptibilité, qui est le cœur du sujet, on va passer donc bientôt à 30 ans, ce qui est bien, pourquoi pas 10 ans de plus. Après, au gré des échéances électorales ou des faits divers, il y a l'idée de la prescriptibilité qui revient. Alors, est-ce que c'est une idée généreuse, mais est-ce que c'est une idée véritablement efficace dans la réalité? Pour nous, policiers, je vous parle de pragmatisme, il est tellement difficile, quelques mois, quelques années après les faits, d'arriver à construire une procédure qui, comme on dit dans notre jargon, tienne la route. 30-40 ans après, ça risque d'être mission impossible. Aussi, l'idée aussi de, quel sens il y a de juger quelqu'un, puisque si c'est imprescriptible, par exemple, on va dire de 80 ans, pour des faits qu'il aurait commis à l'âge de 20 ans. Je sais que certains psychiatres sont pour, d'autres sont contre, mais le risque de la prescriptibilité de cette procédure pénale 40, 50, 60 ans après, c'est que en fait, ça repose exclusivement sur le ressenti de la victime et pas sur des éléments de preuve. En fait, on recherchera la vérité psychologique. Et c'est vrai que la procédure pénale, c'est peut-être dur à entendre, mais c'est pas une thérapie. En plus, il y a un danger, toujours parler de pragmatisme, si une victime suit une psychothérapie au long cours, qu'elle dépose plainte 50, 60 ans après les faits, 40, 50, 40 ans après les faits, il y a le risque aussi, si le procès pénal ne va pas jusqu'au bout, s'il y a un classement, une relaxe, un acquittement, etc., qu'il y ait une double punition. Il faudrait qu'elle retravaille par rapport à tout ce qu'elle a pu faire avant. Et je rappelle que le fait qu'il y ait un acquittement ou une ordonnance de non-lieu, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas cru la victime, c'est pas qu'elle a menti, c'est simplement parce qu'il n'y a pas assez d'éléments pour condamner cette personne. Donc, et même malgré tout cela, malgré ce travail qui peut être fait par un avocat, etc., ce sentiment, en fait, la victime aura quand même un sentiment de ne pas avoir été cru. Voilà. Donc c'est vrai que ce développement-là peut paraître cynique pour les plus engagés parmi vous, qui ne prend pas en compte la souffrance de la victime. Mais je le rappelle, je suis un enquêteur qui doit respecter des règles très strictes, dans des affaires très sensibles, même si la Vox Populi souvent parle beaucoup à la télé. Donc c'est pas un refus de prendre en compte la souffrance des victimes.
Je pense que la police a fait pas mal de progrès. Alors, on peut toujours s'améliorer. C'est vrai que dernièrement, il y a eu des enquêtes disant que les victimes de viol étaient très très mal reçues dans les services de police. Bon. Après, je ne suis pas sûr qu'on puisse en faire une généralité. Il y a aussi l'idée que cette phrase d'un psychiatre, le viol est le seul crime où le policier soupçonne la victime de mensonge. Là aussi, c'est une contre-vérité. Dans toute procédure policière et de justice, comme on entraîne à charge et à décharge, on essaiera d'avoir le plus d'éléments possible pour matérialiser l'infraction. Ce qui d'ailleurs est assez intéressant parce que les contempteurs des enquêtes des services de police souvent diront que l'enquête de police n'a été faite qu'à charge contre mon client. Donc là, voilà, comme disait Camus, le policier est au milieu de la société. Donc nous, on est entre ces deux pôles et on doit faire notre job. On doit faire le job. Et c'est tout l'art des fonctionnaires de la brigade des mineurs, des policiers de la brigade des mineurs, d'allier la protection de l'enfance et la défense du droit de cette défense. Alors, voilà, donc pour moi, c'est pour ça que j'ai appelé ça un délai raisonnable de 30 ans, puisque ça va être 30 ans, je pense que c'est déjà quelque chose de très bien. Après, si je faisais de la provocation, on pourrait faire un parallèle, évidemment, avec le code de la route, où les limitations de vitesse descendent de plus en plus, et un jour, on pourra arriver à considérer qu'il faut faire 0 km/h pour ne plus avoir d'accident. Malheureusement, on n'est pas dans un monde parfait. La première mission de la société, c'est de protéger les enfants. Mais le beau slogan de 68, soyez réaliste, demandez l'impossible, pour moi n'est qu'une belle phrase d'Agé enfumée et hors sol. Le policier doit faire tourner la machine et rester terriblement réaliste. Donc voilà, donc c'est pour ça que je dis, nous sommes vraiment quand je parlais de soutiers de la procédure pénale, parce qu'on est vraiment à la première étape. Et je peux vous dire qu'une procédure, c'est pour ça que nous faisons souvent, beaucoup plus, évidemment, la technique de l'audition de l'enfant. Si un jour il y a un débat là-dessus, on pourra en parler, effectivement, n'est pas la même entre un petit garçon, une petite fille de 5-6 ans et une adolescente de 16-17 ans, ou une majeure qui vient 10 ans ou 20 ans après la majorité. Mais on essaiera d'avoir le plus d'éléments possible. Pourquoi? Parce qu'après, et heureusement, on est dans un état de droit, il y aura les avocats derrière qui seront les premiers à démonter la procédure, à expliquer à avancer certaines choses. Souvent d'ailleurs, c'est assez dur pour la victime d'entendre ça. Et si le dossier en amont n'est pas solide, la victime se sentira, même si elle a un avocat, seule. Voilà. Donc c'est ça qui est important. C'est pour ça que je vous parle de pragmatisme. Mais bon, juste pour conclure, et je vous rassure, en général, dans des discussions parlementaires sur l'évolution de la justice, la voix du policier n'est presque jamais entendue. Les lobbies, les associations, les avocats, eux, le sont souvent. Je pense, parce que je suis pragmatique, et je commence à vieillir, donc je ne sais pas si je vais le connaître, qu'un jour, on arrivera à l'imprescriptibilité en France des crimes, des viols et des agressions sexuelles sur les mineurs. Voilà.